Je ne vous présente pas Jean-Claude Bousquet, parce que la plupart, vous avez vu Jean-Claude Bousquet dans la première partie sur les terroirs viticoles du Languedoc, sur la formation de la géologie du Languedoc. C'est complexe, mais c'est très intéressant. Moi, c'est ce qui m'a permis de comprendre un tout petit peu d'où viennent les terroirs. Et donc, Jean-Claude, merci. Je sais qu'on préférerait être sur le terrain. Ça, je sais que tu es un homme de terrain. J'ai fait pas mal de balades avec toi et avec des vignerons ou des clients de Saporta qui venaient vous les visiter. Souvent, c'était des gens qui ont après acheté des vignes parce que ta passion sur le sol, le terroir, leur a fait comprendre que là, on pouvait faire de grands vins. Et ils en étaient rapidement convaincus. On terminait toujours par une dégustation du terroir. On ne peut pas le faire aujourd'hui, c'est bien malheureux. J'espère qu'on se retrouvera tous dans quelques temps au bord de ces vignes, au bord de ces terroirs, avec une bouteille de vin et un verre à la main. Sandrine, qui est là à mes côtés depuis quelques mois, en a beaucoup envie. Ah, je Et croyais que tu allais dire: «Aime bien avoir un verre dans la main». J'ai non, non, elle n'a pas de personnage. Et donc, je vous inviterai à ce moment-là, on a vos coordonnées à visiter. Donc, aujourd'hui, c'est une balade sur certains terroirs. Ne- on a pas 3 quarts d'heure pour éviter que ce soit trop long. Naturellement, il ne fera pas tous les terroirs, mais il a choisi des terroirs qu'il aime bien et des terroirs assez caractéristiques et des terroirs qui donnent du goût, comme tous les terroirs de vin. On ne pourra pas faire la troisième partie qu'il voulait faire sur le goût du vin, mais on avait fait déjà avec Colline de Riche sur le goût du vin, sur la notion de terroir. Donc, on ne va pas le refaire, mais l'an prochain, certainement qu'on le fera. Et si on peut le faire en présentiel, encore mieux. Jean-Claude, je sais que tu as beaucoup travaillé sur tous ces terroirs-là depuis quelques années. En tout cas, merci et je te laisse la parole. Merci, eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc sur cette seconde partie, nous allons voir la géologie et les terroirs viticoles à partir de 6 exemples disons, d'appellations qui ont été choisies parce que chacune a des caractéristiques un peu particulières et elles éclairent beaucoup, disons, cette relation qu'il y a entre la géologie et les terroirs viticoles. Alors, les 6 appellations qui ont été choisies, ce sont Saint-Chinian, Faugère, le Pic Saint-Loup, Laclap, Pézenas et les terrasses du Larzac. Alors, on commence tout de suite par Saint-Chinian. Donc, Saint-Chinian, les vignerons savent bien que l'appellation a 2 zones qui sont assez différentes. Donc, ici, vous avez la division officielle de l'appellation Saint-Chinian, donc avec au nord au nord les terrains qui appartiennent disons, les roches des aires secondaires et tertiaires de la chaîne pyrénéo-provençale. C'est ce que nous avions déjà, disons, vu, qu'il y avait plusieurs histoires qui se succédaient. Et en face, et donc en contrebas ici sur cette photo, les schistes de l'ère primaire de la chaîne hercynienne. Donc là, on a bien l'appellation qui est avec 2 aspects assez différents. Alors, si l'on regarde un peu dans le détail, euh, cette, euh, cette appellation Saint-Chinian, là on va regarder surtout le secteur des schistes, elle, elle a une série de roches au sujet de laquelle on m'avait posé une question la dernière fois en parlant de séries flychoïdes. Bon, effectivement, c'est une série qui est composée de schistes et de grès, ce qui est un peu la caractéristique des séries qui sont vraiment de type flysch, dont on verra l'exemple sur le Viséen de Faugère. Alors, la conséquence de cette dualité de roches, c'est qu'on va avoir des parcelles qui sont parfois uniquement sur des grès ou des parcelles qui sont sur les schistes, dont vous avez une image là qui rappelle cet aspect en feuillet. Et on a bien sûr tous les intermédiaires, donc on va avoir des parcelles plus ou moins riches en grès et en schiste.
Donc, c'est ça qui va nous donner, disons, des particularités à l'échelle beaucoup plus petite des parcelles et de certaines zones qu'on peut appeler des petits terroirs. Alors, j'ai mis aussi le fossile caractéristique et emblématique de cette appellation de Saint-Chinian. Vous savez qu'il y a sur le secteur à Berlou un très beau musée qui présente ces trilobites, et ce musée a été constitué par un vigneron, et son père l'avait initié à la recherche des fossiles, et lui-même a développé son goût et peu à peu a construit lui-même ce musée. Alors voici sous un autre aspect, avec un petit dessin géologique, l'appellation de Saint-Chinian. Donc on voit à droite le chaînon, donc avec ses roches de l'ère secondaire et tertiaire, et il y a alternance de roches plus résistantes à l'érosion et d'autres moins, comme des marnes ou des argiles, et cela va nous donner un paysage avec des combes qui sont séparées par des reliefs calcaires, comme on voit ici ces barres de calcaire. Et on va avoir essentiellement dans ce secteur, enfin tout particulièrement, des sols argilo-calcaires comme ceux qui sont figurés ici en bas. Bon, à l'opposé, dans le secteur des schistes, on va avoir de belles étendues, là, comme entre Saint-Chinian et Berlou, de vignes sur les schistes, ou les schistes mélangés à des grès. Là, on voit quelques blocs un peu plus gros de grès. Et puis ensuite, j'en avais parlé la dernière fois, il y a le rôle que peuvent jouer les formations superficielles, donc à savoir surtout les éboulis et les terrasses d'alluvions anciennes, comme ici en bas, qui sont directement sur les schistes. Et terrasses d'alluvions anciennes, ça veut dire altération, disparition, par exemple, des éléments schisteux, ça se transforme en un peu d'argile, et il va rester surtout tous les cailloutis gréseux ou qui contiennent du quartz, donc on va avoir des sols assez acides. Bon, là sur ce dessin, entre la zone des terrasses, avec voilà les terrasses anciennes, et les éboulis, donc sur lesquels aussi on peut avoir des vignes, on va trouver des glacis. Donc c'est des zones où ont été épandus les terrains comme les éboulis, où parfois ces éboulis se prennent au relief des éléments assez gréseux. Et à ce moment-là, on voit aussi assez caillouteux, assez bon pour la vigne, avec un mélange disons, d'éléments quartzeux, des galets, enfin pas des galets, là, des blocs qui sont descendus par l'érosion ici, mais enfin qui sont en général assez peu arrondis. Ce ne sont pas de véritables galets, ce sont des blocs. Et puis un sol avec un peu d'argile, et donc des glaciers assez favorables à la vigne. Alors maintenant, on passe à Faugère. Donc le Faugère, là, il n'y a pas la dualité disons, de terroir là, avec le chaînon, comme le chaînon de Saint-Chinian face au schiste de la chaîne hercynienne. Et on va avoir uniquement donc, des terrains, pratiquement uniquement des terrains de l'époque hercynienne, avec les schistes et les grès du Viséen. Alors, le Viséen, c'est une partie du Carbonifère, c'est du Carbonifère inférieur, et ces schistes et des grès du Viséen donc, constituent, pour les géologues, un flysch, donc un sédiment, enfin un ancien sédiment qui s'est déposé dans une fosse profonde. Alors là, on voit l'étendue des vignes sur ce dessin, avec des secteurs qui sont plus élevés. Il y a aussi quelques glacis, et on descend peu à peu vers des altitudes beaucoup plus basses. Mais il y a une grande unité de relief, avec cette barre aussi de calcaire dévonien qu'on voit ici bien dans le relief, et qui isole du nord toute cette partie du vignoble de Faugère. Alors voici, là on retrouve ces monts de Faugère, toute l'étendue des vignes, les calcaires donc, qui constituent les monts de Faugère, de Dévonien, et puis deux exemples de vignes, avec ici ce grand glacis de replat de Cossino-Joule,
et ainsi avec pas mal de, vous voyez, de ces blocs, donc des faciès de sol très, très rocheux, très, très pierreux. Bon, ici, par contre, on a un versant qui est sur uniquement pratiquement des schistes. Donc, on a aussi dans Saint-Chinian des extrêmes, des endroits qui sont très riches en schiste et d'autres, au contraire, très riches en blocs de grès et donc qui donnent des vignes avec des sols de pH complètement différents. Alors, voilà une vue de ce flysch viséen. Donc, vous voyez, il y a des alternances de grès ici et de schiste, et c'est ça qui va donner ces vignes où il y a mélange des deux éléments. Voilà, alors là aussi, il y a deux extrêmes, un peu en détail, le sol sur schiste ou le sol sur grès. Mais à Faugère, il y a encore une complication, et c'est là je vous ai remis, enfin je vous ai mis, parce que je ne pense pas j'en avais parlé, mais je n'avais pas montré ces dessins, quand on avait parlé du flysch. La fosse ici dans laquelle se dépose le flysch, donc au début du plissement, il commence à y avoir des reliefs ici. Et puis, une vue un peu plus tard où le plissement continuant, eh bien, ça va avoir pour conséquence qu'il y ait beaucoup de tremblements de terre, en particulier dans ces régions très, très actives. Et un peu comme, par exemple, c'est ce qui se passe dans la fosse du Chili au pied des Andes, on va avoir l'effet de ces séismes, faire qu'il y aura des blocs qui vont tomber dans la fosse, qui vont tomber des reliefs et qui vont glisser jusqu'au fond de la fosse. Et on va avoir donc un mélange, ce qu'on appelle nous un mélange viséen, nous les géologues, un mélange viséen où il y a des blocs des calcaires qui étaient ici là, sur la plateforme au départ, et puis des blocs du relief et qui peuvent comprendre aussi là, des calcaires, oui, du Dévonien. Alors, on a ceci à toutes les échelles sur le terrain, et c'est comme ça que les géologues ont établi cette particularité. On a des blocs, vous voyez, de petite taille, des blocs de calcaire dévonien au sein des schistes, mais on peut avoir des dalles de calcaire viséen, comme ici à Gentelles ou ici au Roc du Quéla, et on va avoir à leur côté donc des sols qui peuvent avoir un mélange de grès et de calcaire. Donc c'est un peu particulier. Alors c'est assez peu, disons, étendu. Hein. Il n'y a que quelques parcelles de ci de là qui sont proches de ces reliefs calcaires, mais ça va être plus important en allant vers Cabrières. Alors justement, bon, puisque je parle de Cabrières, un petit clin d'œil à d'autres terroirs de schiste. Donc ici, Cabrières. Et puis, bon, on avait regretté la dernière fois, enfin certaines personnes avaient regretté qu'on ne parle pas des Corbières. Mais voilà, donc l'étendue des schistes là sur l'appellation Fitou, donc un très beau paysage avec toute cette magnifique étendue de schiste sans un pylône. Et puis, bien sûr, deux secteurs dans les Pyrénées-Orientales bien connus, Collioure et Banyuls. Et là, on a par exemple des vignes qui poussent, vous voyez, carrément sur le schiste. Alors maintenant, nous passons au Pic Saint-Loup. Alors là, c'est une appellation qui, on peut dire, est très structurée par l'histoire géologique, puisqu'on va avoir deux choses qui appartiennent à deux épisodes, bon, un pli de l'histoire pyrénéenne. Alors c'est le Pic Saint-Loup qui a donné son nom, bien sûr, à l'appellation. Et là, sur ce dessin, vous voyez le Pic Saint-Loup formé par des calcaires du Jurassique. Donc, ici, vous avez la colonne des roches avec les âges. Donc, on est ici dans les calcaires du Jurassique supérieur. Et on voit que l'Ortus, c'est dans une autre couleur, c'est en vert. Il appartient au Crétacé, voilà, avec ces calcaires qui sont ici au sommet de la série du Crétacé inférieur. Là. Voilà donc les calcaires de l'Ortus. Donc le Pic Saint-Loup, eh bien, ces calcaires passent en profondeur. Il faudrait faire un forage pour les retrouver sous toute la série avec les calcaires de l'Ortus et puis des roches qui sont argileuses ou calcaires.
Alors, on voit que le pli, en fait, c'est un pli dont la voûte était ici, qui a été érodé. Et donc, ici a été creux, les roches supérieures ont été érodées et on est arrivé jusque dans les marnes noires de la combe de Mortiès. Alors, l'autre trait de l'histoire géologique, c'est une faille de l'histoire méditerranéenne. Alors, nous avons vu la dernière fois le rôle de ces failles, le rôle très important de ces failles, puisque c'est à cause de ces failles que l'on a un relief général du Languedoc qui est maintenant tourné vers la Méditerranée. Donc ça s'est passé après l'effondrement de la chaîne pyrénéo-provençale qui occupait l'actuel golfe du Lion. Alors là, vous retrouvez les failles dont on avait parlé. Ici, la faille des Cévennes. Et puis ici, la faille qui est importante pour l'appellation Pixelou, c'est la faille des Mattel-Corconne, donc qui va aller depuis Quissac et qui descend ici jusqu'au Mattel et même jusque vers Saint-Gély. Alors, elle sépare toute cette zone de Garrigues et de cause de Viol-le-Fort, le cause de Pompignan, de zones qui sont un peu plus basses. Ici, il y a en plus la grande faille des Cévennes dont on a aussi parlé. Alors voici 3 vues de cette faille, donc on la voit bien. Alors d'abord au sud, au niveau de Saint-Gély, donc entre le causse de Viol-le-Fort et ici la zone plus basse. Ensuite, au nord, elle est très bien visible entre la forêt de Coutache et puis toute l'étendue disons, de la gravette de Corconne. Par contre, elle est moins évidente, enfin, du moins quand on n'est pas géologue, dans le secteur central, donc entre ici, dans le secteur, disons, qui va s'étendre vers l'oreille carré et où on voit que le relief était à peu près assez bas, enfin pas tout à fait pareil, mais enfin on passe sans problème, disons, du bas de ces reliefs aux reliefs qui sont en face. Eh bien, c'est parce que l'érosion a creusé dans les marnes et les marneaux calcaires, qui sont des roches qui sont en dessous la falaise de l'Ortus. Donc l'érosion est responsable de ce recul un peu du relief par rapport à la faille. Donc on a la même chose ici, cette espèce de grande alvéole creusée avec le recul du calcaire qui se trouve ici tout autour. Alors voici une autre représentation donc générale enfin, presque de toute l'appellation la Pic Saint-Loup. Enfin c'est un peu géométrique parce que pour le besoin de faire les blocs diagrammes, on est obligé d'avoir des zones rectangulaires qui sont dessinées. Alors, j'ai mis un peu là toute la panoplie des sols. Et vous retrouvez aussi, bien sûr, la faille, donc la faille des Mattel-Corconne, avec ici donc le relief qui la domine, et puis ici le relief qui est en retrait, puis de nouveau le relief qui est juste contre la faille. Alors les sols, eh bien, il y en a une assez grande variété. Il y a des sols qui sont uniquement calcaires, comme certaines défriches qui ont été faites sur le causse de Viol-le-Fort. On a aussi parfois des sols alors qui sont un peu particuliers vers le sud, mais qui sont très riches en calcaire. Ce sont les sols à galets calcaires que l'on va trouver vers Saint-Gély et qui se prolongent un peu dans l'appellation Saint-Chinian. On en retrouve par exemple un peu vers Brouzel et Quissac. Et ces sols à galets calcaires sont, disons, de l'origine, on l'a vu l'autre fois, c'était les produits de l'érosion de la chaîne pyrénéo-provençale. Ensuite, on a des sols argilo-calcaires. Alors ceux-là, ils sont très, très fréquents. Hein, c'est vraiment, on verra quelques photos, là, les sols emblématiques de l'appellation Saint-Chinian, l'appellation Pic Saint-Loup, pardon. Et donc on en a ici, ici là au pied de l'Ortus, ici. Et le deuxième sol qui est vraiment très courant, enfin, qui est très emblématique aussi et dont on parle très couramment pour cette appellation, c'est la gravette de Corconne. Donc vous l'avez ici en haut.
mais on a des éléments aussi d'origine cryoclastique, c'est-à-dire que où les roches ont éclaté à cause de l'eau qui gelait, donc des sols à éclat calcaire. On en a par exemple dans une partie de la combe de Mortiès. Alors, quand on parle du pic Saint-Loup, on ne peut pas se manquer de penser aussi un peu à une région où disons, la disposition du relief et en conséquence bon, les appellations se font en fonction d'un relief qui est associé à une faille. Alors là, on a des terrains qui sont d'âge tout entièrement jurassique. On voit qu'il y a des panneaux d'explication géologique du terroir avec même, enfin pas sur cette partie, il y a un autre panneau qui explique la zonation avec en particulier donc les premiers crus, les AOC villages, vous voyez les différentes appellations en fonction de leur position sur le relief. C'est le problème des climats de la Bourgogne. Donc, et la géologie, vous voyez, a été bien comprise et expliquée aux visiteurs. Enfin, c'est une forme de no-tourisme avec des panneaux qui est très bien faite. Alors voilà, donc quelques aspects là pour voir qu'on voit un peu de paysage. Et puis l'intérêt de cette diapo là, c'est de nous montrer effectivement les roches calcaires qui sont en haut du relief et dessous ces alternances de marne et de calcaire marneux. Voilà, donc on a ces roches ici et c'est cette érosion qui a fait reculer et qui a creusé ici. C'est l'érosion qui a fait ces zones beaucoup plus basses de vignes à l'orée éclarée. Alors maintenant, l'autre sol emblématique, donc la gravette de Corconne. Donc ici, on a la faille, le relief de la forêt de Coutache et tout ce qui est marqué ici en pointillé et en blanc, c'est la zone d'épandage, donc d'épandage de la gravette de Corconne. Donc c'était des torrents qui descendaient du relief, qui ont pris les éléments qui étaient dus à la cryoclastie, au froid, sur le relief et qui les ont étalés. Et donc, vous voyez la richesse en éléments, les épaisseurs. Et de temps en temps, il peut y avoir dans des sols des éléments un peu plus fins qui ont été apportés. Alors maintenant, nous allons passer à un autre endroit, et donc avec la clappe. Et là, nous retrouvons au niveau de la clappe un peu aussi les failles. Voilà le schéma que j'avais présenté la dernière fois avec la situation, disons, du secteur de la clappe et toutes les failles qui sont les failles de l'histoire méditerranéenne et qui sont responsables de la disposition générale du relief, donc de notre zone du Languedoc. Et ici, on voit sur ce schéma une quantité de petites failles. Donc, mais ces failles font partie de tout ce réseau et elles traversent le massif et elles vont faire que l'on ait un relief qui est assez diversité avec des tas d'endroits de petites combes et de zones de barres calcaires. Alors voici les roches. On a donc des terrains de l'ère tertiaire, donc des conglomérats, des grès et des argiles avec, vous voyez, un niveau de conglomérat très riche en galets. Donc c'est toute la zone d'Armissant. On peut avoir, mais c'est assez rare, quelques endroits des grès siliceux du Crétacé moyen. Alors ça, ce sont des roches que l'on n'a pas dans l'est du Languedoc. Hein. C'est à partir, disons, des Corbières et à partir de la Clappe que l'on va avoir des roches de cette période. Et là, c'est au milieu de tout un terroir qui est surtout aussi, lui, argilo-calcaire. C'est une zone un peu particulière qui est assez limitée. Il y a deux secteurs ici, et puis là, vers le sud, vers le bord de la mer, vers la Néglie, il y a aussi ces grès siliceux. Alors voilà, ils sont ici sur vous voyez, il y a toute une série
de terrains du Crétacé inférieur avec parfois de belles épaisseurs de calcaire séparées par des zones plus argileuses, et c'est ceci qui va donner les contrastes de relief dans la clappe. Et puis par-dessus, vous avez la série ici, attendez, j'arrive plus, voilà, la série d'Armissa. Alors, voici les résultats, disons, au niveau un peu de l'aspect des vignes, les résultats de cette diversité de roches. Donc ici, on a en haut les vignes sur galets des conglomérats oligocènes. Donc vous voyez, on a des conglomérats souvent qui sont pratiquement entièrement calcaires, qui sont ici. On peut avoir, toujours pour la période de l'Oligocène aussi, il y a un épisode avec des calcaires lacustres, donc des calcaires qui se sont formés dans des lacs. Et ici, donc, c'est le secteur de Belvèze, donc près d'Armissan. Les vignes sur grès siliceux du Crétacé entre l'Œil Doux et l'Anéglie, donc voilà, c'est quelques vignes. Ensuite, ce qui est tout à fait typique de l'appellation, les reliefs avec des combes, vous voyez, au milieu de calcaire, des combes avec la vigne sur des sols avec marnes et marneaux calcaires. Et puis ici aussi, une combe donc creusée dans les marnes et les marneaux calcaires avec les calcaires qui les dominent. Ça, c'est tout à fait typique. Alors, en plus, de plus en plus, enfin, en plus, de plus en plus, maintenant fréquemment, nous avons des vignes qui sont défrichées, enfin, sur des calcaires qui sont défrichés. Donc, c'est des vignes sur les calcaires marins là, du Crétacé inférieur au niveau de l'Hospitalet, donc avec des sols très calcaires. Donc là, on voit que on a la clappe un petit massif, une petite zone qui a une géologie assez variée et bon, se trouve au bord de la mer, donc qui a un climat particulier et donc qui a une belle unité, mais qui malgré tout, dans le détail, a plusieurs types, disons, de micro-terroirs. Alors maintenant, je passe de nouveau à une appellation qui est dans l'Hérault, là, avec Pézenas. Et j'ai appelé ça une appellation volcanique, vous voyez, parce que c'est l'endroit dans l'Hérault, je pense, où il y a de façon la plus évidente des roches volcaniques et donc de ce fait-là aussi quelques sols, quelques parcelles qui sont sur ces roches volcaniques. Alors, ici, c'est le secteur qui est au nord de Pézenas, donc, et qui est près de Fontès. Enfin, au nord, ici, on a Fontès, Néfiès et ici Pézenas. Voilà. Alors là, vous avez la carte géologique, donc, et on voit donc dans cette couleur noir l'étendue des roches volcaniques. Donc il y a plusieurs points avec des roches volcaniques et il y a un volcan qui est ici et puis surtout là ce que j'ai illustré, le volcan des Baumes, voilà, près de Fontès. Alors on peut avoir des vignes qui sont carrément à l'intérieur du volcan, donc à l'intérieur du cratère de l'ancien cratère du volcan. Donc ici il y a voilà ces vignes. Ici, sur cette vue, il y a des vignes dans la plaine, mais on voit l'étendue de la coulée vers le sud, donc ce relief, car si vous voulez, ces coulées sont des coulées anciennes, donc il faut comprendre que des coulées qui ont donc plus d'1 million d'années, entre 1,7 à 1,5 million d'années, il y a eu depuis, bien sûr, de l'érosion. Ces coulées, au début, ont pu se mettre en place dans les zones les plus basses, mais à l'heure actuelle, elles ont résisté un peu à l'érosion et elles dominent des roches qui, elles, ont été creusées. Leur substratum, surtout dans ces secteurs-là, étant constitué par des terrains qu'il est facile de creuser, donc des terrains de marne du Miocène, ces terrains donc, qui sont hérités de l'histoire méditerranéenne, hein, puisque la mer s'est avancée
et à déposer des niveaux souvent marneux. Alors, il y a en plus quelques dépôts du Pliocène, comme ici, en rose. Voilà. Et j'ai fait un petit bloc diagramme donc, où vous voyez la position en relief de la coulée qui domine maintenant la topographie actuelle avec des petits cours d'eau qui sont bien en contrebas et qui continuent l'érosion. Alors, c'est ici cette roche, le basalte, avec des nodules d'olivine, là, il y en a beaucoup, beaucoup au volcan justement de Fontes, le volcan des Baumes. Et ça nous montre que ces olivines, ce sont des morceaux d'une roche qui se trouve à près de 100-125 km de profondeur et qui ont été remontés par le magma quand il y a eu le volcanisme. Donc c'est un trait particulier, mais très, très spectaculaire de l'origine, qui montre bien l'origine profonde de ce volcanisme. Alors, les sols volcaniques ont depuis longtemps une très bonne réputation. Donc, depuis des millénaires, si vous voulez, on a constaté qu'il y avait une fertilité très, très importante des roches d'origine volcanique. Et là, bon, je vous ai mis la citation de Strabon, qui donc au début du siècle, pardon, a comparé le Vésuve à la région de Catagne au pied de l'Etna pour dire qu'il y avait une admirable fertilité des terres donc qui entourait le Vésuve, et comme c'était le cas à Catagne. Voilà. Et il disait que c'était particulièrement favorable à la vigne. Alors pourquoi? Eh bien parce que dans les sols qui sont des sols donc avec des éléments volcaniques, l'altération du basalte va libérer des tas d'éléments chimiques. Donc c'est des sols qui sont riches en plusieurs éléments chimiques qui sont favorables à la culture de la vigne. Bon, à l'opposé, si vous voulez, d'un sol entièrement calcaire qui ne contient que du calcium et qui va provoquer parfois, bien sûr, la chlorose. Donc ici, je vous ai mis les sols d'autres sols, parce que l'appellation de Pézenas, bien sûr, va être pas seulement sur les terrains volcaniques. Et ici, vous avez donc depuis le haut des sols. Vous voyez par exemple, là c'est sur des dolomies du Dévonien, donc des roches qui sont formées par une roche une roche qui contient pas mal de magnésium et qui se dissout moins qu'un pur calcaire. Donc il y a moins de calcaire actif. Donc, il y a des sols, bien sûr, sur roches basaltiques, là, c'était comme celle du volcan des Baumes. Ici, on a des sols sur éboulis basaltiques, ce sont des éboulis donc, au pied de la dalle qui forme le plateau, ici. Donc, sol sur éboulis basaltiques. Et puis, on a des sols qu'on appelait des sols composites, c'est-à-dire là, on est au pied du relief là, du volcan des Baumes, et on peut avoir, vous voyez, des fragments d'huîtres pris aux marnes miocènes, les marnes marines, donc avec des fragments d'huîtres au milieu de blocs de basalte. Donc là, c'est vraiment un sol très, très particulier, avec une mixité d'éléments très, très importante. Et à côté de ça, bon, des sols comme par exemple des sols de cailloutis siliceux près de Saint-Jean-de-Bébian. Donc là, on retrouve ces éléments de sol de l'époque, enfin, du Quaternaire ancien et de ce qu'on appelle le villafranchien. Donc, on voit que pour Pézenas, donc on a des sols particuliers, donc volcaniques, mais aussi on peut avoir une assez grande variété suivant les secteurs donc, de sols viticoles. Alors, je terminerai aussi par l'appellation terrasse du Larzac, là qui alors se fait sur une très grande étendue. Et bon, la région est aussi sur une zone qui est très variée du point de vue géologique. Et là, j'ai mis en vignette quelques sols, quelques paysages particuliers donc aux terrasses du Larzac.
Alors, dans le détail, voilà, donc on a au nord des terrains qui appartiennent à la dernière période du primaire, donc c'était la période dont on a parlé, la période d'érosion de la chaîne hercynienne, et avec deux, deux parties, hein. Un permien que nous, pour simplifier, on appelle le permien gris. Donc c'est le permien avec ses schistes. Donc ici, vous voyez d'ailleurs Jean-Philippe Granier dans cette vigne, à côté au nord de Saint-Jean-de-la-Blaquière. Et voilà ces schistes permiens, donc vous voyez, de couleur grise. Alors ce ne sont pas les schistes qui ont la même origine que les schistes que l'on a vus sur Faugère ou sur Saint-Chinian. Ici, ce sont des roches continentales, donc c'est ça déjà une première grande différence. Et leur schistosité, elle est surtout due au fait qu'ils ont été peu à peu compactés par toute l'épaisseur des terrains qui se sont superposés à eux. Et ce n'est pas tout à fait pareil que la schistosité des schistes de Faugère ou de Saint-Chinian, où là, c'est l'épisode de plissement qui est responsable de cet acquis, de ce clivage particulier aux schistes. Donc, ce sont des schistes légèrement différents. Alors, la couleur grise, elle est due en grande partie au fait que ces schistes contiennent un petit peu de matière organique et on peut avoir de temps en temps dans ces schistes, vous voyez, le fossile des fougères, comme on peut avoir des fougères à l'époque de la forêt carbonifère. Bon, ici, dans le même secteur, on peut avoir aussi des vignes sur la Ruffe. Donc, c'est des terrains un peu argileux. Ruffe, c'est un grès fin un peu argileux. Et donc, on va avoir ce type de sol bien rouge avec un peu d'oxyde qui est coloré par un peu d'oxyde de fer. Alors, on a à l'opposé un peu des zones avec des roches très calcaires. Bon, ici, il y a 3 exemples disons, de situations. Là, sur le Jurassique, au-dessus de Montpérou, donc les éléments qui vont se développer beaucoup plus au nord avec tout le Causse. Donc un calcaire très franc, très massif, là, dont on a épierré, on a mis les blocs les plus gros sur les côtés. Ici, on est au-dessus d'Aniane, à l'Arbousas, sur des calcaires qui sont des calcaires non pas d'origine marine, mais lacustres, donc déposés dans d'anciens lacs et de la période de l'Éocène, donc du Tertiaire. Et puis ici, on en avait aussi beaucoup parlé, les fameux terroirs du Miocène de Pêchabon, avec ces galets calcaires qui sont là dus à l'arrivée tardive de la mer du Miocène à ce niveau. Alors, comme dans beaucoup d'autres régions en Languedoc, le froid quaternaire agit bien sûr sur ce secteur et l'on a ici au nord de l'appellation, donc au contrebas de la Séranne, ici un bel épandage, voyez, de grèze, donc ces éléments typiques du froid quaternaire, ces éboulis typiques du quaternaire, qui ont été un peu épandus ici, mais enfin c'est un bel exemple de ce genre de niveau d'origine aussi cryoclastique. Bon, on a la même chose dans un site un peu particulier, à la Cocalière, donc c'est un ancien volcan, un ancien cratère dans lequel se sont rassemblés, enfin ont été rassemblés par l'érosion, des éléments cryoclastiques et qui donc ont donné des brèches très importantes. Bon, au sud, donc vers Montpérou, eh bien, ces éléments ont subi aussi des épandages très, très importants. Donc, tous ces éboulis qui étaient sur le relief calcaire, ont été pris et ont été étalés. Donc là, il y a eu 2 épisodes, un épisode ici gris foncé plus ancien et un épisode plus récent,
avez l'illustration du paysage, ici, bien au sud d'Arboras et vers, là, ici, Saint-Saturnin. Voilà, et au nord de Jonquière. Alors, on retrouve aussi, bien sûr, ces éléments d'origine froide. Alors, ils ont été en particulier euh, signalés au niveau des brousses avec des blocs qui étaient dans des blocs qui montraient la cimentation que ça peut atteindre. Et puis ici, par-dessus, donc il y a toute une vigne. Donc on est ici. Là, on a la même chose au niveau de Saint-Jean-de-Fosse, donc avec des épandages et des blocs sur le côté. Donc des terroirs qui sont très intéressants aussi, un peu comme ceux de la Gravette de Corconne. Bon, on retrouve la même chose vers Péguerolles de l'Escalette, voilà, avec toutes ces étendues de vignes sur de très fortes épaisseurs, d'éboulis de matériel cryoclastique de période froide du Quaternaire. Voilà, alors je vais en terminer avec un clin d'œil aussi aux roches volcaniques, ici directement sur le plateau de l'Auvergne, donc au sud du Salagou, avec le sol correspondant. Là, des glacis où il y a des blocs pris au relief qui étaient des plateaux basaltiques, donc on les trouve ici mélangés à de la ruffe, donc des sols un peu avec un matériel un peu varié. Et puis ici, la même chose pour une terrasse basse d'alluvion du Salagou avec des basaltes, des morceaux de calcaire, des morceaux de dolomie. Là, on est sur une terrasse, donc avec au niveau voilà ici, au niveau les plus bas, mais intéressante parce qu'il y a ce mélange de différentes roches. Voilà, donc au total, eh bien, nous avons examiné donc 6 terroirs qui ont chacun un rapport différent aux conditions géologiques générales. Donc Saint-Chinian avec sa dualité géologique et relief, Faugère, unité géologique et de relief, et on a vu dans le détail que on avait quand même des petites différences à droite et enfin, un peu partout à cause du mélange entre grès, schiste et parfois avec calcaire. Bon, le pic Saint-Loup avec sa structuration donc par 2 événements géologiques importants, la Clappe avec son unité géologique et de climat, Pézenas, alors l'importance du volcanisme, mais aussi sa variété que l'on va retrouver ici, bien sûr, dans les terrasses du Larzac. Donc, à chaque fois, si vous voulez, on voit que, enfin, et au travers de ces 2 conférences, la géologie a une grande importance, mais il faut y associer, bien sûr, le rôle des paléoclimats et du climat actuel pour arriver au terroir viticole. Et pardon, en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde ce schéma, on a l'impression que tout s'enchaîne dans ce sens. Donc, on ajoute les choses les unes aux autres pour en finir avec les terroirs viticoles. Mais on a vu aussi que l'homme va aller intervenir. D'abord, il est intervenu au niveau des sols, puisqu'il y a eu souvent des érosions des sols tronqués. Donc, ça, c'est l'action humaine. Mais il y a aussi maintenant en retour des choix viticoles qui sont faits en fonction des caractéristiques, donc de ce qu'on avait appelé le terroir matière. Et pour terminer, j'ai fait appel à une petite citation de Roger Dion, qui est un auteur de référence souvent quand on parle des terroirs viticoles, et où il dit qu'on peut avoir sous tout type de roches des grands crus. Donc il dit que le rôle du terrain dans l'élaboration d'un grand cru ne va-t-il guère au-delà de celui de la matière dans l'élaboration d'une œuvre d'art. Donc ça, c'est uniquement, si vous voulez, le rôle de l'homme dans le domaine viticole, enfin viniviticole. Et par contre, ce qu'on oublie de citer, c'est qu'il ajoute que le fondateur du vignoble n'a eu garde de négliger ce qui, dans la disposition naturelle des lieux, pouvait çà et là favoriser son dessein. Il s'est efforcé d'attacher ses plantations au site
dont la constitution géologique, le relief et l'exposition lui promettaient un succès plus facile. Donc, il insiste bien sûr aussi, lui, sur le rôle de la géologie. Voilà, donc je vous remercie. Donc, ces exposés ont été faits à partir, disons, de photographies et donc d'éléments et de dessins qui sont dans ces deux livres. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Alors, Jean-Philippe, il faudrait remettre ton micro si tu souhaites dire quelque chose. Voilà, Voilà. merci beaucoup. Merci Jean-Claude, c'est super. Une fois de plus, tu nous fais rêver et on a envie de boire ces vins de tous ces terroirs. Moi, je signalerai avant qu'il y ait quelques questions, je pense qu'il va y avoir des questions sur un événement qui s'est passé là dernièrement sur les réseaux sociaux pour Saint-Chinian et notre ami Gaylor qui a sorti des 3 petites vidéos qui sont très très sympathiques et qui jouent sur un peu leur démarche en communication au niveau de l'appellation. Schiste ou calcaire, est-ce que vous êtes schiste? Est-ce que vous êtes calcaire? Est-ce que vous buvez schiste? Est-ce que vous buvez calcaire? Je trouve que c'est, une fois de plus, c'est quelque chose, Jean-Claude, peut-être que tu ne l'as pas encore vu, Non, mais à force de titiller les gens sur la géologie et leur dire que ce n'est pas simplement du fruit rouge et des odeurs particulières, tu les titilles et est-ce qu'ils sont schistes, est-ce qu'ils sont calcaires? Donc c'est vraiment la géologie qui rentre au centre de la communication. Des milliers de gens ont regardé déjà ces vidéos. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour et je trouve que c'est une bonne façon de communiquer. Donc, toutes ces précisions-là qu'on apprend, naturellement, c'est aujourd'hui un aperçu assez large, même si on va dans certains terroirs. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Sandrine, est-ce qu'il y a eu des questions? Pour l'instant, non. Alors, comme je l'ai dit par écrit, parce que je ne l'avais. Ah, si, ça y est. Vous pouvez envoyer vos questions soit par discussion, soit par questions et réponses, les petites icônes qui sont en bas de l'écran. Alors, j'ai une question là. Pourquoi trouve-t-on particulièrement des rufes sur les terrasses du Larzac et pourquoi ne les retrouve-t-on pas ailleurs? Ah ben ça, c'est lié à à la disposition générale de la région. Euh, les rufes, si on les trouve là, c'est que l'érosion a été suffisamment importante pour disons qu'elles aient été mises à jour. C'est-à-dire que dans toute la région, par exemple, on peut dire qu'au moment de la mer, au moment où la mer existait au Jurassique, elle a déposé des calcaires partout. Bon, on a hérité de ces calcaires, mais si l'on regarde par exemple la disposition du bassin de l'Odève, on a les calcaires au nord avec le Causse à l'heure actuelle, et au niveau de Mourez et de la montagne de Liosson, on retrouve ces mêmes calcaires. Donc il a fallu, avant qu'il y ait sur les rufes des coulées de basalte, donc avant même le quaternaire, il a fallu que ces rufes soient mises à jour. Donc il a fallu que l'érosion enlève toute la série de calcaires qui forment les causses. Donc ça veut dire qu'il y a eu une érosion considérable. À cet endroit-là, donc on a eu la chance, enfin si on considère que c'est intéressant d'avoir la ruffe, enfin ça nous donne des paysages merveilleux, très touristiques. Donc on a, et puis pour les géologues, c'est un secteur vraiment excellent. Donc, on a la chance d'avoir eu cette érosion qui soit descendue assez bas pour mettre à jour les rufes. Alors, il peut y avoir des endroits sous ces terrains qui sont conservés, par exemple, au niveau des garrigues, où si on faisait un forage, on retrouverait les rufes. Ok, merci. Alors, j'ai un message de félicitations qui est assorti d'une demande qu'on remette la diapo relative à la côte de Beaune et le rapprochement avec l'un de nos terroirs. Si vous pouvez. Alors, c'est pour le Pic Saint-Loup. Voilà. Alors,
C'est quelqu'un qui aime beaucoup la Bourgogne, hein. Alors, Je le sais, je connais très bien Thierry, il aime la Bourgogne. Il aimerait savoir un peu. Vas-y, Jean-Claude. non, Parce mais que quelle est la question? Oui, précisément, bah, juste de remettre la diapo, vous les re-regardez. Alors justement, je viens de repréciser qu'en plus du lien pour voir le webinaire en différé, j'envoie aussi la présentation en PDF dans le mail. Donc, vous pourrez revoir tous ces schémas et ces explications. Voilà, donc un relief de faille. Y a-t-il Relief de faille, et puis là, vous voyez, c'est un secteur où la géologie, quand même, bon, elle est compliquée par le fait qu'il y a des variations dans le Jurassique, hein, d'un bout d'une côte à l'autre. Les terrains jurassiques ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est quand même, globalement, on a un type de roche fondamentalement, enfin, et une période. Donc, c'est beaucoup plus simple que la très grande variété que l'on retrouve, nous, dans le Languedoc. Et ça a donc structuré le vignoble et les crus. Bien sûr, ça a structuré là, très fort. On voit ça, oui. Y a-t-il... Alors, j'ai... sur les schistes, on trouve des schistes noirs dans le Roussillon. Quelle est la différence avec les schistes de Saint-Chinian, par exemple? Alors, dans le Roussillon, les schistes, alors s'il s'agit des schistes, enfin, de quel endroit du Roussillon, ça il faudrait préciser, parce que si ce sont les schistes qui sont vers Banyuls et Collioure, là il s'agit de schistes qui sont du Cambro-Ordovicien, donc ils sont à peu près la même période, mais peut-être un peu plus anciens pour une partie que ceux de Saint-Chinian. Mais là, je ne connais pas suffisamment pour vous dire s'il y a des endroits où il y a des schistes noirs, mais peut-être que là, on entend... Vallée de l'Agly, pardon. Je vois que la personne a Ah, voilà, précisé. Elle c'est pensait à là. la vallée de l'Agly. Oui. Alors là, quand on va vers l'Agly, on a ce qu'on va avoir euh, dans l'appellation, comment ça s'appelle, Maury, voilà. Là, vers Maury, on a des roches qui sont beaucoup plus sombres et qui sont des roches du Crétacé. Là, c'est du Crétacé, le Crétacé de Maury, qui est effectivement de couleur sombre. Là, ce sont des schistes sombres. Donc, mais là, c'est une région, une appellation, un secteur particulier de l'appellation Et dans le alors, ce sont des schistes différents de ceux de Saint-Chinian? Leur formation Ah est bah, pas due au même phénomène ou c'est les du mêmes? point de vue âge, d'abord, on est, si vous voulez, dans les Pyrénées, là, hein. Enfin, c'est Oui, dans l'histoire pyrénéenne, donc on n'est pas oui. dans l'histoire de l'ère primaire. Mhm. Mais bon, c'est des schistes noirs parce que sans doute aussi, là, ils contiennent un peu au départ de matière organique. Et ils ont subi un léger métamorphisme, donc les argiles ont été légèrement transformées avec des minéraux parfois un peu particuliers qu'on a trouvés, qui sont des minéraux un peu sodiques, qui contiennent un peu de sel. Ok. Et j'ai un message de grand merci pour ces conférences trop courtes et félicitations pour le travail mené. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Y a-t-il autre chose? Je ne crois pas. bien, Ah, j'ai un autre message. Si, question. il y a une question qui arrive, dit Monsieur Linglin qui félicitait. Donc je pense qu'il est en train de rédiger une question via les questions et réponses. Non, Je peux vous signaler que ce livre est en vente au Terroir viticole passionnant à la Maison des vins du Languedoc. Je crois qu'il en reste encore quelques-uns. On en a vendu beaucoup depuis quelques années. Non, je ne vois pas la D'autres question. questions? Non. Ah, Pézénas, la richesse du terroir.
peut-on déterminer les cépages les plus appropriés sur chaque sol? Alors bon, je ne suis pas vigneron et ni spécialiste de la vigne. Donc, bon, à l'heure actuelle, ce que je sais, c'est que il y a beaucoup de gens enfin, qui font, disons, la sélection par terroir, par parcelle, une sélection parcellaire, et donc et qui récoltent même donc cépage par cépage et par parcelle, de façon à faire après une vinification donc, de cépage et parcelle. Donc ça va très loin et donc les gens, à ce moment-là, je ne sais pas s'ils prennent conseil sur des spécialistes. On m'a dit aussi que le porte-greffe avait son importance. Donc là, comment ils font le choix du cépage? Bon, on sait qu'il y a des cépages qui sont moins sensibles à la sécheresse, d'autres qui le sont beaucoup plus. Donc, ça va être un peu en fonction du type de sol. Mais enfin là, moi, je ne suis pas un cabinet d'experts qui peut aller jusque-là. Donc, je suis un géologue qui s'est intéressé à la vigne, mais je ne peux pas donner des conseils sur ce genre de choses. Oui, Jean-Philippe doit pouvoir donner des compléments sur ce sujet. Les compliments, je m'aventurerai pas trop, mais en ayant goûté très souvent les vins de Pézenas, j'ai trouvé que la plupart des cépages sont adaptés, les multicépages sont très bien. Alors, est-ce que c'est sur du villafranchien ou sur des zones basaltiques? Je crois qu'il y a quelques vignerons qui peuvent renseigner Xavier Luc pour voilà. Moi, je sais que les grenaches, en tout cas sur Saint-Jean-de-Bébian, je peux en parler parce que depuis des années 80, 82, les premiers vins que j'ai aimés dans cette région du Languedoc, c'était Saint-Jean-de-Bébian. C'était de très vieux grenaches. Et des grenaches, il y en a encore. Voilà, le Carignan joue un rôle avec cette fraîcheur, ce que disait Jean-Claude tout à l'heure sur l'acidité. Et voilà, puis après les autres cépages, naturellement Syrah et Mourvèdre sur certaines parcelles vont très bien, sur ces parcelles du Villafranchien, mais je pense qu'il faut aller rencontrer les vignerons. Il y a de grands vignerons dans ce terroir de Pézenas. Il faut aller les voir. Voilà, je crois qu'ils ont des choses à dire et je pense qu'ils le diront mieux que moi. Voilà, parce que je pense qu'on a fait suffisamment d'erreurs. Je comprends cette question, hein. Je pense qu'on a fait suffisamment d'erreurs sur la notion de cépage, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il y a des cépages traditionnels anciens aussi, on travaille beaucoup là-dessus et on fera d'autres webinaires sur les cépages patrimoniaux parce que je crois qu'il faut aller vers ces cépages qui ont moins d'alcool et qui ont beaucoup plus de fraîcheur. Et donc ça, c'est intéressant et qui résistent à la sécheresse surtout. C'est quelque chose qu'a dit Jean-Claude tout à l'heure. Et puis, un gros travail à faire sur les porte-greffes. Mais là, on a encore un peu de retard. Je sais que l'IFEV, l'INRA travaille beaucoup sur les porte-greffes. Donc, c'est quand même assez complexe. On cherche. Et aujourd'hui, je ne pense pas que la vérité soit là, mais il faut encore approfondir et surtout aller voir les vignerons qui voient très bien le comportement des vignes qu'ils ont plantées il y a 30 ans, 40 ans ou des vignes qui sont implantées dessus. Voilà ce que je peux dire à Xavier Luc. Très bien. Ben, je pense qu'on a un petit peu fait le tour ce soir. Super. Merci beaucoup à tous. Merci à toi, Sandrine, aussi pour l'animation. Avec Au revoir à tout plaisir. le monde. Jean-Claude, encore une fois, merci. N'oublie pas de venir chercher tes bouteilles de différents terroirs. On les a gardées. Elles sont de côté dans le rocave. T'inquiète pas. Avec plaisir. Ça sera l'occasion de se voir. Exactement. Voilà. Au Bonne revoir à tout soirée le à monde. tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.